Bonjour à tous. Donc, Véronique Batoul-Diop, moi je suis membre de l'exécutif SNPDOS. Donc j'ai à mes côtés Vincent Mandino de l'ANACT, Corinne Guillemin d'AXA et Mathieu Hetzer du CJD, mais je vais les laisser se présenter directement. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme tu l'as dit, Vincent Mandino, moi je suis chargé de mission à l'ANACT, et à l'ANACT je m'occupe de la priorité thématique qu'on appelle transition, dans laquelle on range à la fois les questions écologiques et les questions numériques, et c'est à ce titre que je viens ce matin. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Corinne Guillemin, je travaille au sein d'AXA, dans une structure qui est dédiée aux assurances collectives, donc on va dire les contrats santé et prévoyance. Et mon rôle, je suis directrice de l'innovation. Je m'occupe en fait des offres de services d'accompagnement dans lesquelles on y trouve également en fait le climat et ces offres ayant vocation à être adossées aux offres d'assurance pour pouvoir effectivement accompagner à la fois les entreprises et ses salariés. Bonjour, moi je suis Mathieu Hetzer, je suis président du CJD, donc le Centre des jeunes dirigeants. Je représente un mouvement patronal de 6000 TPE-PME, le plus ancien mouvement patronal de France. Je ne sais pas si je peux le présenter un petit peu, très rapidement. Le CJD a 3 casquettes. La première, c'est l'école du dirigeant. On dispense 70 000 heures de formation par an avec un organisme de formation Calliope. Deuxième casquette, on est un action tank. Donc au-delà de réfléchir, on expérimente sur le terrain grâce à nos TPE-PME. Le dernier exemple en date, c'est une expérimentation sur la semaine de 4 jours. Pour laquelle on donnait une conférence de presse hier d'ailleurs, vous devriez avoir des nouvelles dans la presse d'ici peu. Donc le côté action tank, expérimentation, très important pour le CJD. Et le dernier aspect, c'est le côté mouvement profondément militant. Donc le CJD, depuis 1938, essaye de réconcilier le salariat et le patronat. Alors, je vais vous donner quelques exemples de prise de position du CJD. Alors j'ai mes petites anti-sèches. En 53, le CJD a revendiqué la création de l'assurance chômage, quand les ACDIC ont été créés en 58. En 65, le CJD s'est engagé en faveur de la participation des salariés aux fruits de l'entreprise. Alors je pensais qu'on était un peu précurseur, mais j'ai vu sur l'affiche là-bas que dès 1897, il y a eu un concours sur la participation bénéfice, donc on était un peu en retard, mais quand même en 65. Et surtout très important, en 65, on s'est engagé en faveur de la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Pour un mouvement patronal, je pense qu'on est un petit peu un pas de côté. En 75, on a milité pour la formation par alternance, qui était illégale à l'époque. En 90, on a souhaité expérimenter la semaine de 35 heures. Vous imaginez bien que le reste du patronat était légèrement opposé au sujet. En 97, on s'est engagé sur un tour de France de la semaine de 4 jours. Voilà, quelques éléments qui vous laissent imaginer un peu la philosophie du CJD. Et dès les années 2000, on a lancé le sujet, le thème de la performance globale. La performance globale, qui est un peu l'ancêtre de la RSE, qui dit que la performance économique a du sens s'il est au service de la performance sociale, sociétale et environnementale. Voilà, c'est un peu l'ADN du CJD. Notre raison d'agir, c'est de mettre l'économie au service du vivant. Un point très important, on est apartisan. Alors, donc sur notre thématique santé, climat et management, quel levier pour atténuer le changement climatique? On a effectivement constaté depuis un certain nombre d'années que les entreprises modifient de plus en plus leurs habitudes de travail de façon à réduire leur empreinte carbone et notamment en mettant en place des mesures telles que le covoiturage, la diminution de la consommation d'énergie, le télétravail, etc. Donc, la dégradation des conditions de travail est aussi un effet de ce changement climatique. Et donc, je vais commencer par Corinne, qui va nous dire un peu comment se manifestent, selon vos études, les effets de cette transition climatique sur les emplois, et notamment pour les cadres. Avant de répondre précisément à cette question, je vais un petit peu planter le décor sur un élément qui pour moi me paraît absolument essentiel quand on veut parler de santé, donc de santé pour les salariés, liée en fait aux conséquences climatiques.
Alors, je vois que vous êtes un public très averti, mais ça, c'est peut-être pas forcément le cas de tous ceux qui aujourd'hui vous représentent dans les entreprises, et c'est pas forcément le cas non plus de tous les dirigeants en fait des entreprises. Et donc, la première des choses qui est absolument indispensable et qui a une vraie conséquence, et je l'expliquerai tout à l'heure, c'est d'abord d'avoir bien à l'esprit qu'à chaque fois qu'il y a un événement climatique, une hausse de température, le grand froid, une grande vague de chaleur, une inondation, il y a au bout un impact sur la santé qui peut être soit immédiat, soit différé. Et la prise de conscience, elle n'est pas forcément réelle de tout ça. Pourquoi ? Parce que quand on voit alors l'évolution climatique, tout le monde le voit, à travers des grands désastres, c'est visible. Très souvent, les images sont chocs, et donc la prise de conscience, en fait, elle est immédiate, d'autant qu'il y a une répétition. En revanche, parler d'une conséquence sur à chaque fois qu'il y a une augmentation, en fait, à la hausse ou à la baisse de la température, des incidences cardiovasculaires, ça, on n'en parle pas à la télévision, et puis ça se montre pas. Et pourtant, c'est réellement le cas. Expliquer que la pollution de l'air a déjà des conséquences très très fortes, puisque ça devient, on va dire, ça représente 1 décès sur 6 parmi tous les décès en fait de la population mondiale. Ça se voit pas non plus, ça se perçoit pas. Et donc je crois que par rapport à la question en fait qui m'était posée de manière précise, les conséquences sur l'emploi, avant de parler des conséquences sur l'emploi, c'est d'abord absolument de dire ce qui n'est pas visible n'est pas pour autant en fait méchant. Et d'ailleurs l'Institut Pasteur a appelé les conséquences du climat sur la santé, l'épidémie silencieuse. Vous avez déjà dû en entendre parler. Bon, donc on a une vie, il y a une santé. Ça a été évoqué tout à l'heure dans l'intervention précédente. On a une vie, on sépare pas notre vie en tant qu'individu. Donc à chaque fois qu'il va y avoir un événement en fait climatique, on est concerné à titre personnel, mais on va être aussi concerné à titre professionnel. Il va pas y avoir de séparation forte entre la vie perso et la vie professionnelle. On a déjà eu à traiter plein d'autres sujets qui avaient ce type de conséquences. Donc ça veut dire que les entreprises ne peuvent pas ne pas s'emparer en fait de ce sujet. Et en matière en fait d'incidence majeure que le climat va avoir pour les entreprises, c'est d'abord, au-delà d'aller sensibiliser très très fortement sa propre direction générale, mais également de former ses collaborateurs à cette prise de conscience, il va y avoir effectivement un travail essentiel autour de la décarbonation. C'est indispensable parce que les particules fines, quand on les regarde, elles sont à l'origine de la pollution en fait en majeur, et donc toutes les entreprises dégagent des particules fines. Vous avez la moitié des particules fines qui sont dégagées, par exemple en Île-de-France, par le chauffage au bois, par l'énergie, alors que ça représente que 5% en fait de la source en fait de chauffage. Et vous en avez 30% en fait qui sont dégagés en fait par les transports, et 25% qui sont liés aux chantiers et aux grandes industries. Et donc quand tu évoquais, Véronique, le sujet effectivement de l'impact sur l'emploi, la notion effectivement du transport est quelque chose de majeur. Alors pour ça, je fais aussi un peu ma pub, mais pas tant que ça. C'est que nous, chez AXA, on a vraiment compris très tôt qu'il y avait un enjeu majeur. C'est pour ça qu'on a créé une structure qui s'appelle AXA Climate. C'est une structure qui est composée en fait d'experts en climat.
Ça va de l'épidémiologie à des chercheurs en fait en santé alimentaire, donc en passant par tout ce qu'il peut y avoir comme conséquence. Et cette structure, eh ben, elle est là pour aider toutes les entreprises à faire cette prise de conscience, à la fois sur l'activité de l'entreprise et la nécessité en fait de décarboner, et également sur les conséquences qu'il peut y avoir en fait sur la santé des salariés, parce que là l'un va avec l'autre, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Si vous décarbonez et que vous vous intéressez pas à la santé de vos collaborateurs, les événements climatiques vont les toucher de plein fouet et vous n'aurez plus de salariés pour travailler. Donc les deux enjeux en fait, j'ai envie de dire, pour arrêter sur les conséquences pour l'emploi, c'est un enjeu de décarbonisation de l'entreprise pour que elle contribue effectivement à un cycle vertueux, et également à s'intéresser en fait à la santé à travers la prévention en fait de ses salariés et des conditions de travail. Merci Corinne. Effectivement, la santé et la santé au travail est un enjeu, notamment un enjeu dans le cadre tel qu'il nous a été présenté dans le cadre de la santé mondiale. Quel cadre en fait pouvons-nous imaginer mettre en place dans le cadre, enfin, qu'est-ce qui a été mis en place au niveau de l'ANACT pour favoriser les conditions de travail et la lutte contre le réchauffement climatique. Merci Vincent. Merci Véronique. Vous dire du coup quelques principes auxquels on est attaché pour traiter de ce sujet. Commencer comme ça, puis après peut-être préciser quels sont les risques attachés au changement climatique et en lien avec les conditions de travail. Peut-être le premier principe, c'est de se dire que, au fond, le travail, il est la pierre angulaire des problématiques écologiques, en ce sens que si on se retrouve dans la situation d'aujourd'hui, c'est parce que le travail a été conçu, développé d'une certaine façon. Et donc, si on veut arriver à progresser en matière d'écologie, il va bien falloir transformer le travail. C'est l'idée, vous le savez, de la CSRD, de la double matérialité. Il y a à la fois les effets de l'activité productive sur les écosystèmes, et en retour, les effets des écosystèmes dérégulés sur l'activité productive. C'est dans ce double mouvement qu'on raisonne, et c'est en ce sens que le travail est en fait pivot. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour, de notre point de vue, la transition écologique du travail ? Eh bien, ça consiste en quoi ? Ça consiste en une dynamique de transformation structurelle des systèmes productifs. On n'est pas dans quelque chose de cosmétique et superficiel. On est sur une transformation structurelle à la fois des systèmes productifs eux-mêmes, mais aussi des régimes de travail, entendu à la fois comme une division technique et sociale du travail, mais aussi le régime du travaillé, c'est-à-dire la façon dont on s'engage dans le travail et comment on s'implique dans son travail. L'enjeu, vous l'avez compris, c'est faire en sorte de respecter les limites planétaires et pas simplement juste la question climatique et la question carbone. Il y a bien d'autres limites planétaires qui sont dépassées et qui sont aussi extrêmement importantes, comme par exemple la biodiversité. Donc il y a cet enjeu de respecter les limites planétaires, mais de respecter les plafonds écologiques, mais aussi de respecter les planchers sociaux, parce que la transition juste, c'est l'articulation de ces deux éléments-là. Et donc c'est bien entre les plafonds écologiques et les planchers sociaux qu'il faut arriver à se situer et à transformer l'appareil productif dans cette perspective. Alors de notre point de vue, et j'imagine que c'est partagé un peu avec vous, c'est que cette transition écologique, elle ne peut pas se faire sans les acteurs du travail ou contre les acteurs du travail. Et les acteurs du travail, eh ben, c'est les dirigeants, c'est les employés, c'est les salariés, c'est les représentants des salariés. Donc, on peut pas, de notre point de vue, imaginer une transition écologique qui soit soutenable, qui soit juste, au sens ajusté, et au sens de la justice bien sûr, sans une qualité de dialogue social et de dialogue professionnel sur ce sujet, ce qui suppose une certaine maturité des différents interlocuteurs.
Donc c'est comme ça qu'on a commencé à attraper le sujet. On n'a pas vraiment de demande sociale, c'est-à-dire que les entreprises ne viennent pas spécialement vers nous pour nous demander d'intervenir, pour faire l'articulation entre conditions de travail et transition écologique, précisément parce qu'elles sont encore un peu immatures et qu'elles ne font pas tout à fait les liens. Et donc notre enjeu à nous, c'était de s'organiser pour les aider à faire ces liens. Donc on a lancé différents appels à projets et à manifestations d'intérêt en ce sens. Vous dire, deuxième point, sur si on veut discuter santé au travail et transition écologique, il faut sans doute commencer par caractériser ces risques, les identifier, les évaluer et caractériser les expositions et les situations d'exposition à ces risques. Alors évidemment, le premier truc qui vient quand on parle transition écologique et conditions de travail, c'est les gens qui travaillent dehors parce qu'il fait chaud et qui sont exposés au soleil, etc. Donc on pense évidemment à l'agriculture, au bâtiment, voilà, aux jardiniers pourquoi pas, aux policiers pourquoi pas, ok. Donc ça, il y a la question des fortes chaleurs et de l'exposition aux UV qui peut générer, vous l'avez imaginé, des problèmes à la fois cardiaques, mais aussi des problèmes de cancer cutané ou quoi. Il y a, à partir de cette idée-là, se dire qu'il n'y a pas que la chaleur, il y a aussi tout un tas d'intempéries par ailleurs. Mais si on reste sur la chaleur, on peut se dire qu'on ne peut pas raisonner comme toute chose étant égale par ailleurs. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille dehors et quelqu'un qui travaille dedans, il n'est pas tout à fait exposé de la même façon. Mais quelqu'un qui travaille dedans, devant un four, par exemple, il est lui surexposé parce qu'il va cumuler la chaleur du dehors et la chaleur du four. Donc il faut raisonner un cumul de situations d'exposition. Ça me paraît important de préciser, d'affiner un peu le regard. Après, pour faire le lien avec la vie ordinaire, quand il fait chaud, et c'est des trucs auxquels on pense pas vraiment, mais qui quand même existent, quand il fait chaud, enfin je sais pas vous, mais moi quand il fait chaud, en général je dors mal. Et quand je dors mal, le lendemain, je suis un tout petit peu irritable. Alors évidemment, si on travaille ensemble, si ça vous fait pareil, il se pourrait que ça frite un peu. Et donc, il y a quand même un sujet autour de la cohésion des collectifs de travail. Au-delà de l'éco-anxiété, il y a quand même des enjeux de risques psychosociaux, évidemment de concentration, de perte de vigilance, mais j'attire l'attention sur la tension possible dans les collectifs de travail, y compris dans une logique de relations managériales un peu plus compliquée qu'à l'ordinaire. Donc on peut imaginer des risques, des effets directs, mais on peut aussi imaginer des effets indirects. Parce que là, ce que j'ai pointé, c'est les effets du changement climatique non contrôlé sur les conditions de travail. Mais on peut aussi imaginer une transition écologique qui soit vertueuse d'un point de vue écologique, mais qui oublie au passage les conditions de travail. Et donc on peut imaginer une transition écologique qui se transforme en rationalisation verte, qui augmente le niveau de prescription, qui augmente le niveau de pression des acteurs du travail et qui les expose à des risques du travail augmentés par la transition et pas simplement par le dérèglement climatique. J'espère que je me fais comprendre. Un dernier point pour caractériser ces risques, c'est l'idée que en situation de travail, en fonction du travail qu'on fait, on n'est pas exposé de la même façon, ça vous l'avez compris, mais on peut, avec le même travail, être dans les Pyrénées-Orientales ou dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, en fait, on n'est pas exposé tout à fait de la même façon non plus, parce qu'on a plus d'eau ici, on a trop d'eau là-bas. Et donc, du coup, il faut aussi rapporter ça aux caractéristiques géographiques, à la caractéristique des tissus, des milieux naturels, mais aussi des milieux socio-économiques dans lesquels s'inscrit l'activité professionnelle. Ce n'est pas juste une question organisationnelle ou professionnelle, c'est aussi une question de milieu, à la fois technique et naturel. Merci Vincent. Mathieu, et vous, alors du coup, en tant que représentant des dirigeants d'entreprise, sous quelle forme le réchauffement climatique impacte le management et quels sont les leviers qui ont été mis en œuvre ou imaginés par vos pairs? Alors, moi, je ne vais pas forcément vous parler de conditions de travail ou impact sur la santé. Je vais essayer de prendre un peu de recul, un peu de hauteur. Je pense que on est tous d'accord qu'il y a un souci majeur actuellement. Il est important qu'on soit réaliste dans les constats, mais surtout qu'on soit optimiste dans l'action. Le changement climatique dont on parle, effectivement, se limite pas juste au seul réchauffement. Et ça, je pense qu'on a tendance parfois un peu à le résumer sous cet aspect-là. Le CO2, c'est un souci, effectivement. Il y en a d'autres auxquels les entreprises vont être confrontées, auxquels vous allez tous être confrontés, qui auront des impacts directs ou indirects sur vos entreprises. Je parle par exemple des diminutions de stocks de pétrole, la raréfaction de l'accès à certains métaux qui étaient déjà rares, la pollution de l'eau,
la diminution de la biodiversité dont Vincent a parlé, l'acidification des océans, etc. Donc, ne focalisons pas tout juste sur le réchauffement. Je pense que c'est un faux débat. En tout cas, il faut le prendre en compte, mais c'est pas le seul. Moi, je veux poser un truc important. Je suis pas militant planète. Je mange de la viande rouge. Je prends parfois l'avion en conscience. Donc, cela étant posé, vous prendrez mon propos avec un peu plus de recul. Le changement climatique, pour moi, c'est pas le problème. Le changement climatique, pour moi, c'est le symptôme d'un problème. Quand on met de la pommade parce qu'on a mal au muscle, je suis pas sûr que ce soit la solution. Il faut peut-être plutôt se poser la question de pourquoi on a mal au muscle. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui je pense, de transition profonde et pas juste climatique, mais un vrai questionnement qu'il faut qu'on se pose tous ensemble à un moment donné. Depuis le début de l'ère industrielle, on est dans une quête permanente de croissance, de performance. Et je pense que le souci vient de là, aujourd'hui. Donc quels sont les impacts de ce que je dis là sur le quotidien du dirigeant de l'entreprise ? Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que collectivement, on a la responsabilité d'agir. Maintenant qu'on est conscient qu'il y a un souci, on a une vraie responsabilité. Alors, faut-il parler de transition ? Est-ce que la transition, c'est le bon mot pour parler du souci aujourd'hui ? Est-ce que c'est un mot assez fort ? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt parler de redirection ? Parce que là, on sait qu'on va dans le mur, tous ensemble, on est assez conscients de ça, je pense. Mais on continue collectivement à aller dans le mur, à la même vitesse, en même direction. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se mette autour de la table, ensemble, avec les différentes parties prenantes, donc les collaborateurs, avec les syndicats, avec les fournisseurs, avec les clients, pour réfléchir ensemble à revoir le système. Donc ça, c'est juste une petite intro à ce que je voulais dire. On a cette responsabilité aujourd'hui, déjà d'atténuer nos impacts, mais plutôt d'adapter nos modèles. Et l'adaptation des modèles, la transformation des modèles d'entreprise, aujourd'hui pour moi c'est un sujet central et crucial. Et je pense qu'il vaut mieux prendre un coup d'avance tous ensemble pour réfléchir à comment nous allons transformer nos modèles, parce qu'à un moment donné on n'aura plus le choix. Si on le fait pas maintenant, on va le subir à un moment donné. Donc autant prendre ce coup d'avance pour anticiper plutôt que de subir d'ici quelques temps. Donc comment on fait ça ? La première étape, c'est de sensibiliser les managers. Ça, c'est crucial aujourd'hui. Le management doit être sensibilisé à ces sujets. Comment on sensibilise le management à ces sujets de transition ou de redirection ? Il y a des outils qui existent, comme la fresque pour le climat. Il y a des programmes plus longs qui existent, comme la Convention des entreprises pour le climat. Et entre ces deux solutions, il y a des conférences, etc. Il y a plein de solutions pour sensibiliser le management. Mais pour moi, c'est la première étape. Il va falloir qu'on réinvente beaucoup de choses. Peut-être notre réflexion aussi sur la mission de nos entreprises, sur une tendance à produire beaucoup, être dans la performance constante. Aujourd'hui, le monde il est soumis à de nombreuses crises, qu'elles soient écologiques, politiques, on en a un peu parlé ce matin, sociales, environnementales, on en a parlé, démographiques même. Aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est la robustesse des modèles. C'est plus la performance, à mon sens, et au sens du CJD. On est vraiment dans une quête de robustesse. C'est quoi la robustesse ? C'est d'être stable dans un monde instable. Donc je pense que le vrai sujet, il est là. Et comment on fait ça ? En commençant par sensibiliser les managers, qui ensuite, à leur tour, pourront sensibiliser les équipes. Donc tout ça, ça va prendre du temps, ça va demander un peu d'énergie, et surtout d'envie de faire ensemble, de co-construction, très important. Quels sont les impacts qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi ? Comment on gère à partir de ce que je viens de dire ? Comment on gère tout ça ? Vincent parlait un peu de CSRD. Au CJD, mouvement patronal, on est favorable à la CSRD. Totalement favorable. Pourquoi ? En commençant à compter l'extra-financier, en commençant à s'intéresser à l'extra-financier, on aura d'excellents indicateurs pour mettre en place des plans d'action pour agir ensuite concrètement. Moi, je représente des TPE-PME. Nous ne sommes donc techniquement pas concernés par la CSRD. Et pourtant, c'est un sujet dont on se saisit, parce que déjà, tôt ou tard, on va être concerné, mais surtout qu'on estime que ça va nous donner le coup d'avance nécessaire. Alors bien sûr, on ne va pas déployer tous les indicateurs, on ne va pas s'intéresser à tous les indicateurs de la CSRD parce qu'on n'est pas concerné en tant que TPE-PME, mais par contre, ça nous donne un cadre et une matière hyper intéressante pour mettre en place des actions sur le terrain. On en a parlé un petit peu avant, le CJD s'intéresse à la performance globale depuis les années 2000. Donc la performance globale, qui dit que la performance économique a du sens si elle est au service de la performance sociale
sociétale et environnementale, donc un peu l'ancêtre de la RSE. Tout ça, c'est lié avec le fait qu'on s'intéresse à la CSRD, et c'est ce qui a permis qu'on soit là aujourd'hui d'ailleurs, suite à une intervention sur la CSRD. Alors, on ne va pas parler trop de CSRD, on en reviendra peut-être tout à l'heure. La question qui découle de tout ce que je viens de dire, c'est comment on fait pour embarquer les collaborateurs? Parce que finalement, c'est la vraie question. A priori, l'une des solutions pourrait être de réinventer la gouvernance. Aujourd'hui, on a souvent dans les entreprises le schéma assez classique, on a la direction, on a le management, on a les collaborateurs. Toutes les décisions sont prises à la direction et les collaborateurs appliquent les décisions qui sont prises à la direction. Mais effectivement, comme on le disait, souvent le dirigeant, il est seul sur sa chaise. Il doit prendre des décisions plus ou moins complexes, seul sur sa chaise. Une solution toute simple, c'est de partager la gouvernance. Donc il y a plein de façons de partager la gouvernance. On peut en parler tout à l'heure si vous voulez. Juste en mêlant les collaborateurs, par exemple à la création, à la co-création de la stratégie d'entreprise, il y a plein de choses qui se passent. Parce que du coup, ils appréhendent le sujet, ils s'impliquent dans le sujet, et surtout dans le déploiement de la stratégie d'entreprise. Ça marche sur la stratégie, mais ça marche aussi sur les plans d'action qui peuvent être mis en place pour prévoir une transition un peu plus sereine. Merci Mathieu. Alors, j'ai une petite question complémentaire pour Vincent. Par rapport aux actions de prévention, les actions préventives qu'on peut mettre en place, est-ce que tu aurais des exemples? Oui. Je trouve pas. C'est bon, d'accord. C'est pour faire le clown un peu. Bon, vous avez peut-être vu passer l'année dernière un avis du Conseil économique, social et environnemental sur santé au travail et changement climatique. Il pointe peut-être deux choses importantes par rapport à notre discussion ce matin. La première, c'est je rappelle que cet avis est unanime, voté à l'unanimité. Et donc, une des propositions, une des recommandations, des 17 recommandations, c'est d'instaurer un 10e principe général de prévention, qui en fait devrait être le premier, et qui consisterait à installer un devoir d'écoute des salariés. Pourquoi? Parce que l'idée est, si on doit transformer le travail, peut-être faut-il s'intéresser à ceux qui travaillent et les idées qu'ils ont sur la façon de le transformer. Donc ça, avant d'aller sur des exemples concrets, donner comme ça ce principe qui paraît quand même tomber frappé au coin du bon sens. Deuxième élément qui ressort de l'avis que je rapatrie ici, c'est ce qui met en avant, c'est évidemment le document unique d'évaluation des risques professionnels. Il y a des outils existants, il n'y a pas besoin d'aller décrocher la lune, sauf que on fait aussi le constat que bien que ces outils soient obligatoires, 50% des entreprises n'ont pas de DUERP. Et donc les 50% restants, quand elles ont un DUERP, rien n'indique que ce DUERP ait été convenablement réalisé, simplement cocher une case dans un protocole administratif sans avoir construit l'évaluation collective des risques en question. Donc ça, un exemple d'outil qu'on peut solliciter, mais qui demande quand même un peu d'exigence dans la façon de le réaliser. Bon, après, c'est pas non plus tout à fait sorcier, et au-delà de l'évaluation, parce que c'est bien de faire un DUERP, mais c'est bien en face de mettre aussi un plan d'action. Parce que si on fait que l'évaluation, bon, un peu au milieu du chemin. Donc plan d'action et organisation du suivi de ce plan d'action pour évaluer pour le coup sa réalisation. Donc je vous donne un exemple peut-être de ça. Pour le coup, c'est réalisé dans une collectivité territoriale, pour ne pas la citer, la communauté d'agglomération de La Rochelle, qu'on a soutenu dans le cadre d'un appel à projet. C'est une démarche d'évaluation des risques professionnels tout à fait ordinaire, qui procède d'une demande des syndicats par rapport aux températures extrêmes, chaud-froid, dehors comme dedans, y compris pour petite enfance, qui avait du mal à prendre. Finalement, une ingénieure en prévention s'en est un peu saisie, elle a organisé, disons, la dynamique collective en lien avec les instances, et ils ont simplement enquêté, évalué, et puis rendu compte. Donc, c'est une démarche de prévention en fait classique, simplement on introduit le sujet des fortes chaleurs dans ce dispositif classique. Donc,
on a des outils, il faut simplement un peu d'allant et un peu d'appétit et aussi d'interlocuteur. Après, je voudrais dire deux points complémentaires. Enfin, un autre exemple, c'est parce que là on est vraiment prévention des risques au sens des préventeurs, quoi. Mais d'une certaine façon, il faut aussi pouvoir raisonner une échelle plus organisationnelle, plus large. Je m'explique. C'est l'exemple pour le coup de la ville de Grenoble. Vous savez, il y a une volonté écologique assez forte à Grenoble du point de vue des élus d'avancer. Et en même temps, c'est pas forcément si simple avec les agents de la ville de Grenoble eux-mêmes, parce que ça pose en fait la question logique, tout un tas de problématiques qui ont été mises sous le tapis jusqu'alors. Donc il y a un gros travail qui a été fait d'investigation, d'enquête, d'études sur ce que ça fait d'un point de vue RH. Et par exemple, les jardiniers. Ok, il va falloir les protéger du soleil, ok, peut-être il va falloir réaménager leurs horaires de travail, mais il n'y a pas que ça. Parce que si on veut faire de la biodiversité, il faut arrêter de couper les espaces verts à ras, il faut arrêter de mettre du pesticide, bref, ça change les gestes professionnels. C'est de la mécanisation, on réengage son corps, c'est plus compliqué. Et ce n'est pas que ça, parce que le citoyen, quand il passe et qu'il voit le bosquet en bordel, il dit, mais moi je paye des impôts, moi je veux un truc tout propre, donc il engueule le jardinier. Et donc le jardinier, lui, il se mange l'énervement du citoyen. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il explique aux citoyens pourquoi c'est comme ça. Donc le jardinier, en fait, il devient médiateur culturel. Mais par contre, dans sa fiche de poste, c'est pas écrit médiateur culturel. Il n'y a pas de reconnaissance sur la médiation culturelle. Je vous fais la même chose, je peux vous faire plein comme ça, sur les cuisiniers, sur tout un tas de trucs. Donc du coup, ça repose des questions RH tout à fait sérieuses. Et en même temps, quand on se retourne du côté de la RH dit, ok, tout le monde se retourne vers moi, peut-être que la RH est une clé pour avancer, mais sauf que moi, j'ai les moyens de rien. Et donc du coup, elle se retourne du côté de la direction générale, et là, pour le moment, ça patine. Donc il y a quand même des petits enjeux qui vont au-delà de la prévention, obligent à revisiter, disons, le système RH. Et simplement un dernier petit rebond sur ce que tu disais, Mathieu. Je pense que d'un point de vue managérial et tout à fait opérationnel, il y a un truc qu'il faut se partager, c'est-à-dire que personne n'a les clés en fait. Personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire. Et donc, quand c'est comme ça, il y a un truc à faire. C'est enquêter. Et donc, il faut enquêter. Il faut enquêter sur les milieux de travail et avec les milieux de travail sur la capacité à transformer ces milieux de travail pour savoir ce qu'il est possible de faire, à quelles conditions, dans quel pas de temps, ce qui est plus compliqué à faire, ce qui est moins compliqué à faire, ce qui est plus décisif, ce qui est moins décisif. Personne ne sait tout à fait vraiment. Donc, il faut, d'un point de vue managérial, peut-être réenclencher des dynamiques d'investigation collective. Merci Vincent, tu as un peu anticipé ma question suivante. Mais c'est pas grave, je vais vous la poser. Donc Corinne et Mathieu. Donc Corinne, pour toi, quelles sont les mesures d'adaptation prioritaires? Moi, j'ai beaucoup aimé que la réponse ne soit pas courte et pas simplement un oui, parce que tout ce qui a été dit, je ne vais que le confirmer. Si j'essaye vraiment en fait de synthétiser et de compléter sur ce qui n'a pas été dit. Premièrement, faut susciter l'intérêt, faut aller former, etc. Donc ça, on est tous d'accord. C'est absolument indispensable et ça doit se faire en fait pour moi à deux niveaux. Le premier niveau, c'est comprendre les risques. À quoi est-ce qu'on est exposé en tant qu'individu et en tant qu'activité. Mais le deuxième point effectivement de prise de conscience, c'est également effectivement sur on va dire la carbonation de nos activités. Donc cette prise de conscience, les risques et en quoi on contribue en fait au réchauffement climatique. Une fois que ça a été fait, ça a l'air d'être hyper simple, mais il va falloir à tous ceux qui sont engagés beaucoup d'énergie pour arriver effectivement à faire en sorte que ce mouvement devienne un mouvement en fait assez naturel. La deuxième chose à réaliser, c'est l'atténuation. Donc une fois qu'on a établi son diagnostic, il faut effectivement définir en quoi on va faire évoluer les choses, avec peut-être un point que j'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est qu'il faut pas uniquement se regarder, c'est qu'il faut regarder en fait toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire nos fournisseurs qui viennent en fait jusqu'à nous, parce que eux également ont une approche de décarbonation en fait à avoir, et ensuite
tout ce qui part après de l'entreprise à destination des clients. On ne regarde pas uniquement que la production, c'est l'intégralité en fait de la chaîne de valeur, et tout le monde n'a pas forcément effectivement en tête que c'est ce scope complet qu'il faut retenir. Après, bien évidemment, des approches en fait d'atténuation. Dans les approches d'atténuation, Vincent, je le rejoins complètement. On ne peut faire que des exemples parce que ça dépend le secteur d'activité, ça dépend à l'intérieur en fait des métiers qui sont exercés, ça dépend également en fait de la localisation géographique. Donc il y aura autant de plans d'atténuation que de situations effectivement en France au sein des différentes entreprises selon leur secteur d'activité et selon leur lieu géographique. Après, sur ce point-là, en matière, et là c'est le dernier point, c'est les mesures en fait d'adaptation. Les mesures d'adaptation, la première des choses qu'il faut regarder, pour moi, l'adaptation, c'est d'abord de l'adaptation en fait sur les sites géographiques. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Et l'adaptation en fait sur les conditions de travail. Donc il y a les sites, les biens, on va dire. Quand je dis les sites, c'est aussi peut-être les camions, quoi. Les biens dont on utilise pour pouvoir exploiter et réaliser son activité. Donc il y a du physique et il y a de l'humain. Voilà, je vais le dire plutôt comme ça. Et sur l'humain, on y trouve bien évidemment les conditions de travail qui ont été très très bien illustrées en fait par Vincent. On y trouve également un sujet de compétence. J'ai adoré l'histoire en fait du jardinier. Les RH, et peu nombreuses sont-elles aujourd'hui à en avoir clairement conscience, vont devoir aborder la question en fait des compétences. Et dans les compétences, il va y avoir des nouveaux métiers qui vont être créés. Et il va y avoir effectivement des métiers existants où on va devoir en fait ajouter certaines compétences parce que l'environnement dans lequel ça va être exercé va nécessiter effectivement cette augmentation en fait et cette croissance de compétences. Donc il y a un gros enjeu RH. Donc c'est plutôt pas mal. Ça peut être en fait extrêmement positif. Et après, la dernière mesure que j'évoquerai, on n'en a pas trop parlé depuis le début, c'est la prévention. Tu l'as dit très bien, Mathieu. De toute façon, on aura beau atténuer, on va se les prendre les vagues de chaleur, on va se prendre les tempêtes, on le voit déjà, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. En revanche, comme tu l'as si bien dit, il faut juste anticiper parce que comme ça, la vague elle fera moins mal que si on n'anticipe pas. Et là, sur la partie santé et conditions de travail, la prévention en fait est vraiment clé. Elle est vraiment déterminante. Je prends en fait un exemple volontairement en fait extrême, que souvent l'exemple qui met pas forcément très à l'aise en fait les RH. C'est le sujet de la santé mentale. Et on a évoqué en fait le sujet de l'éco-anxiété. Elle peut se produire soit en post-traumatique, en symptômes pré-post-traumatiques, c'est-à-dire je m'angoisse par avance parce que j'ai vu les vidéos de Valence et j'ai revu également dans la baie de Somme, etc. Et tout ceci m'angoisse. Je ne suis pas exposée, mais ça m'angoisse avant en perspective de l'être. Donc ça, oui, ça va exister. Et les personnes, en fait, elles iront demain travailler. Ça existe déjà. Elles vont travailler et il faut le traiter. Il faut aider, en tout cas. Et puis, vous avez le post-traumatique, où là, pour le coup, vous avez des collaborateurs qui ont été exposés à plusieurs reprises, parce qu'il y a un effet répétition. Et ce sera mon dernier message par rapport, effectivement, à tout ce qui doit être fait à travers les enquêtes, à travers toutes les mesures qu'on va pouvoir prendre. S'il y a un élément, en fait, clé à avoir à l'esprit de ceux qui pourront vous dire oui, mais après tout, on a déjà eu 40 degrés l'année dernière pendant 3 jours et on a pu travailler. Oui, mais non, ce qui va arriver demain, c'est la répétition, et c'est ça le sujet. C'est la répétition des événements. Hier, c'était que 2-3 fois. Demain, ça sera 15 fois, 20 fois. Donc, c'est un élément en fait intégré, et l'intensité.
C'est-à-dire que voilà, 3 jours à 40 degrés, mais oui, mais demain, à un moment donné, peut-être qu'il y aura 50, et là, c'est plus la même. Voilà. Donc, voilà, en résumé, j'ai peut-être été un peu longue, Véronique. Non, tout va très bien. Merci, Corinne. Mathieu, sur la même question, quelles mesures d'adaptation, quelles mesures d'urgence? Voilà. Alors, déjà, il n'y a pas une seule réponse. Il n'y a pas une seule mesure, il n'y a pas un plan d'action à appliquer, etc. Il y a un ensemble de choses qui peuvent être mises en place pour se préparer. Effectivement, je suis en phase. Tous les experts qu'on voit au CJD, ils nous disent la même chose. Les phénomènes actuels vont s'accélérer, s'intensifier. Donc le constat, il est difficile, il peut empêcher de dormir. Par contre, il faut être lucide à un moment donné, encore une fois, sur le constat. Donc il faut qu'on s'y prépare. Comment on fait une fois qu'on est conscient de ça? Je vais aller au-delà de juste l'humain, les collaborateurs. On est quand même, on manage des entreprises. Vous êtes certains d'entre vous managers d'unité dans vos entreprises. Le vrai sujet, au-delà du bien-être de l'humain, c'est aussi la survie des entreprises. Il y a deux sujets. C'est-à-dire que c'est bien si l'humain va bien, mais si demain il n'y a plus d'entreprise, ok, on aura gagné quelque chose, mais ça ne sera pas suffisant. Il y a une question d'équilibre entre les deux, effectivement. Donc il y a une vraie question aussi sur les modèles économiques d'entreprise. Je vous donne un exemple d'un de nos membres qui est imprimeur. Il a refondu son modèle économique pour s'inspirer de tout ce qui est issu de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Il a une imprimerie, donc au lieu d'imprimer 1000 exemplaires du livre, il propose à ses clients d'imprimer à la demande, en gros. Donc il va imprimer 22 exemplaires par-ci, 37 par-là, pour éviter de surstocker. Donc il a baissé, sa coopérative a baissé de 60% sa consommation de matières premières. Ça, c'est une des idées. Alors bien sûr, ça a des conséquences sur l'économie, sur l'humain, etc. Mais il a un coup d'avance, il voit plus loin. Sur quoi on peut agir? Alors ça a déjà été dit, il y a l'aspect bien sûr prévention et santé. C'est assez important, j'y reviendrai pas parce que ça a été dit. Il y a un aspect également réinventer les métiers ou revoir les métiers, ça a été dit également. Le jardinier, ok, mais ça peut être aussi un comptable qu'il va falloir former à tout ce qui est RSE. Ça peut être la CSRD également, c'est très important que les comptables commencent à s'intéresser à tout ce qui est CSRD pour prendre ce fameux coup d'avance. Réinventer les métiers, ça veut aussi dire, dans le BTP par exemple, se poser les bonnes questions sur comment on réutilise plutôt que de consommer des matériaux issus d'une production récente. Et au-delà de ça, au-delà de la santé, au-delà de réinventer les métiers, il y a un vrai sujet sur le sens aujourd'hui. Je pense qu'on peut avoir un impact ensemble sur le fait de redonner du sens au travail, redonner envie aux gens de venir travailler. Il y a des stats clairs qui disent, des études qui disent que une partie de la population, alors surtout les jeunes, génération Z, il y a 20% de la génération Z qui est prête, seulement 20% qui serait prête à travailler pour une entreprise qui partagent pas leurs valeurs. Donc des valeurs quand même qui sont très fortes sur cette génération, sur le changement climatique, sur la diversité et l'inclusion, sur l'égalité des genres. Alors ça va un peu plus loin que juste transition climatique, mais ces 20% qui seraient prêts à travailler pour une entreprise qui ne répond pas à leurs valeurs, je pense qu'il faut penser, ça veut dire qu'on va perdre potentiellement 80% des collaborateurs si on ne s'intéresse pas au sujet qui les préoccupe. Comment on donne du sens à cette génération-là qui est quand même cruciale aujourd'hui? Il y a plein de solutions. Il y a le partage de la gouvernance dont on a parlé. Il y a également le partage de la valeur dont on a déjà parlé très brièvement tout à l'heure, qui est quand même un gros sujet. Il y a également des solutions pour leur donner envie, pour rendre les entreprises attractives avec, bien sûr, le télétravail, la semaine de 4 jours, etc. Donc il y a plein de solutions, il y a plein de petits bouts de solutions qui, mis bout à bout, peuvent permettre d'avoir une équipe suffisamment soudée qui sera prête, avec des méthodes d'intelligence collective, à co-construire des morceaux de solutions. Souvent, on voit le problème de façon très micro. Souvent, le problème n'est pas le problème. J'ai échangé hier avec un chercheur, alors ça n'a rien à voir directement avec ce sujet-là, mais qui me parlait des problèmes de saturation du métro, je sais plus dans quelle ville, je crois que c'était Lyon. Il m'explique, de 8h à 8h30, le métro est saturé, c'est affreux. Première idée, c'est on va mettre plus de métro. Non, il suffisait de demander à l'université d'à côté de décaler très légèrement ses horaires de cours. Et ça a solutionné, ça a évité des millions d'investissements, ça a évité de perturber tout un système. Donc souvent le problème n'est pas le problème. Donc réfléchissons ensemble avec nos collaborateurs
aux vrais problèmes, à la vraie problématique, avec des vraies méthodes d'intelligence collective. Et je pense que ça, c'est une des solutions. Merci Mathieu. Je pense que vous avez compris qu'il y a un enjeu sans doute à assumer le renoncement, la réorientation ou la reconfiguration d'un certain nombre d'activités. Donc je pense que c'est quand même ça finalement le sujet de fond. Mais je voudrais donc faire une petite métaphore pour pouvoir mettre les pieds dans le plat gentiment. La situation est quelque peu compliquée et quelque peu paradoxale. C'est-à-dire qu'au fond, comment on fait pour sortir d'un processus qui jusque-là nous a porté, dont on a su tirer les fruits. On parlait de croissance. On a su tirer les fruits, y compris de haute lutte, je vois des panneaux, pour partager une valeur ajoutée, en réalité construite au détriment des conditions de vie et d'habitabilité de la planète. Donc c'est ça le sujet, y compris pour les partenaires sociaux. Donc autrement dit, pourquoi vouloir scier la branche sur laquelle on est assis, et comment faire surtout pour scier la branche sur laquelle on est assis sans tomber. Et donc je vous propose une piste, et pour cela je poursuis ma métaphore. La proposition est la suivante. Il s'agirait peut-être de d'abord descendre de l'arbre, ensuite se remettre debout, et ensuite scier la branche et planter un nouvel arbre en se nourrissant du compost des fruits anciens que portait cette ancienne branche. Pas mal. Merci Vincent. Bonjour. C'était une question pour vous trois, mais quand même assez focalisée vers Mathieu Hetzer. Donc d'abord, est-ce que vous avez amené des bulletins d'adhésion pour le centre des jeunes dirigeants ? Parce que à vous écouter, on a très envie d'adhérer. Moi, je suis atteint par la limite d'âge, je pense, mais peut-être que des collègues seraient intéressés. Non, alors, le jeune dans le centre des jeunes dirigeants, il est plutôt dans l'état d'esprit, dans la capacité à se réinventer, à se remettre en question. On a des dirigeants, les plus jeunes d'avoir 20 ans, les plus âgés 65, donc il n'y a pas de question d'âge. D'accord. Donc, avec plaisir pour échanger. Je ne suis pas venu pour faire la promotion du CJD. Je suis là pour vous en parler, pour permettre peut-être d'imaginer que certains mouvements patronaux ont une philosophie qui change un peu des mouvements qu'on voit souvent dans les médias. C'était sur ça que je voulais intervenir en fait. J'ai échangé avec un collègue là qui me disait que le patron de Total était membre du CA d'une grande entreprise de services en charge de la RSE. Le patron de Total en charge de la RSE dans le CA d'une grande entreprise française. On tombe sur la tête, quoi. Totalement. Et le point que je voulais vous dire, c'est que en 2017, la Startup Nation et Macron ont dézingué les CHSCT. Les CHSCT étaient une instance au sein des entreprises qui permettait de mettre en place ce dialogue pour les conditions de travail, la prévoyance, la prévenance, etc., etc. Donc, si vous deviez porter le message que vous nous avez porté aujourd'hui chez vos collègues du MEDEF, le patron de Total, le patron d'Airbus, comment il recevrait ces... Alors, on y œuvre, on essaye en tout cas. Ça vous semble assez bizarre, ce que je vais vous dire, parce que ça semble complètement irréel, mais je peux vous assurer que Patrick Martin est très au clair sur le sujet de transition. Voilà. Je pense, et là ce n'est que mon avis, je ne sais pas s'il faut que je le donne, je pense qu'il est tenu par sa fonction. Et qu'il ne peut pas dire, il n'est pas libre de dire ce qu'il veut. Moi, je suis libre de dire ce que je veux, il ne l'est pas. Il représente une base, il représente une base de patronat qui est opposée à certains sujets. Donc, on travaille là-dessus, et c'est pour ça que le MEDEF est très content d'avoir des organismes dans l'écosystème, comme le CJD, qui peuvent dire vraiment ce qu'ils pensent et peuvent parler des sujets, en tout cas sous un autre angle. Je dis pas qu'ils ont tort et qu'on a raison. C'est important d'avoir des messages différents pour faire avancer les choses. Bonjour. Donc moi je vous remercie également. Il faut rester jeune. C'est important parce que les vieux dirigeants que nous avons en face de nous, si vous voulez, ils ont plutôt un dialogue. Enfin, on a un dialogue avec eux en instance qui est un peu plus basique, où on leur dit que la prévention c'est obligatoire. On leur dit que en matière SSCT, résultat, ils le doivent.
Donc ça, c'est une chose qui me paraît un peu essentielle. Après, j'espère que c'est pas ça qui vous motive et quelque part que vous prenez les devants et puis tant mieux. Je voulais parler d'un cas un peu particulier, c'est celui de la construction du BTP, parce que dans le BTP, nous avons, un régime d'intempéries qui a été élargi cet été à la canicule. Et étant membre du Conseil national de coordination du bâtiment, donc j'ai beaucoup de camarades qui étaient dans des régions où les 40 degrés, on les approche maintenant tous les étés, où c'est très compliqué. On a pu suivre en fait en direct, on va dire la mise en place du dispositif et la manière dont les entreprises vont le solliciter, puisque c'est un mécanisme qui est entièrement patronal. Je peux vous dire que, je sais pas, on n'a pas fait exactement un bilan, mais il n'a absolument pas été actionné. Donc c'est vrai que le régime des intempéries, c'est quelque chose qui a été créé pour des questions productives, essentiellement. Donc quand vous êtes couvreur et qu'il gèle, monter sur un toit, c'est embêtant. C'est toujours pas aujourd'hui, malgré l'extension, malgré l'évolution qu'il vient de connaître, un dispositif qui est tourné vers la santé des salariés. Et donc pour le déclencher, s'il faut à un moment donné que on fasse des DGI, c'est pas l'objet. Voilà, c'est simplement pour vous dire qu'il y a des dispositifs qui existent, qu'il faudrait peut-être utiliser un peu différemment. Après, madame, j'ai pas les statistiques spécifiques, mais si vous avez des éléments, c'est intéressant. Je vous remercie. Je vais faire juste une pré-réponse et après je te repasserai la parole. Ça peut être assez choquant, effectivement, de dresser ce constat-là. Maintenant, moi, je reste convaincue que sur le sujet en fait du climat, va y avoir une réelle pression du corps social. Si je prends un peu le parallèle, c'est avec le télétravail. Il y a des entreprises depuis 20 ans où des collaborateurs avaient expérimenté le télétravail et ils souhaitaient que ça puisse être implémenté de manière un peu plus élargie, etc. Et il y avait une résistance très claire. Il y a une résistance très claire. Mais on a vu qu'avec le Covid, à un moment donné, effectivement, toutes les barrières en fait ont sauté. Et donc, je pense qu'il faut pas baisser les bras. C'est déjà super, quoi. Ce qui s'est passé en fait cet été, moi je trouve que c'est un très très bon signal. Après, il y a toujours un petit peu un temps de latence sur la mise en application, mais la pression va finir par arriver. Donc continuez. Ouais, mais Merci. Et je pense que les sujets BTP, il va au-delà de juste la hausse de température qui va s'accélérer, et 40 degrés, c'est le départ d'autres choses. Je pense qu'il faut vraiment envisager globalement dans tous les métiers une refonte des modèles. Dans le BTP, vous aurez malheureusement d'autres soucis qui vont se générer en même temps que ces hausses de température, des accès à la matière première, il y a plein de choses qui se passent, c'est pas à vous que je vais l'expliquer, mais vraiment reprenons de la hauteur et réinventons nos modèles collectivement. Bon, mon discours il peut sembler un peu pessimiste. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je voulais quand même la caser à un moment donné parce que c'est important pour moi, parce que c'est vraiment l'ADN du mouvement, l'ADN du CJD. Une phrase qui dit que la fatalité existe seulement pour les personnes qui tournent le dos à l'espoir et à l'action. Voilà, et c'est pour ça qu'on est dans cette démarche d'action au CJD. On réfléchit ensemble, on met en place sur le terrain, on expérimente, on remonte les bonnes pratiques, on les redescend pour pouvoir les diffuser. Et ce qui a donné lieu, par exemple, à la conférence sur la semaine de 4 jours d'hier. On a encore une question. Oui, Juan Antonio González du syndicat des banques Île-de-France. Nos entreprises sont principalement d'une organisation amatrice militaro-industrielle. C'est clair, par exemple, je travaille à la BNP, avant directeur général, il y a écrit état-major. Et chez nous, je l'ai dit hier, on ne parle plus de vente, mais on parle de production. Il y a un mot qui est revenu, moi, qui m'interpelle beaucoup parce qu'il est vraiment galvaudé, c'est le mot de collaborateur. On a un contrat de travail avec un lien de subordination et je voulais savoir si vous réfléchissiez éventuellement à faire évoluer quelque chose autour d'un contrat de collaboration, parce que moi je ne sais pas ce que c'est que collaborer aujourd'hui entre un patron et un salarié tant qu'il y a ce lien de subordination. Aujourd'hui, c'est pas un sujet, ça pourrait le devenir. Je vous donne un exemple dans ma TPE.
c'est pas moi qui construis seul la stratégie de mon entreprise. Voilà, je les embarque, mes collaborateurs, parce qu'ils collaborent à la construction de la stratégie. Bien sûr, j'ai le dernier mot s'il y a besoin de trancher, mais c'est pas moi qui prends la décision de façon unanime. Et voilà. Donc on réfléchit ensemble. Ils sont intelligents, ils sont compétents sur leur domaine de compétences et bien au-delà. Et ça, on a tendance à l'oublier. J'ai une collaboratrice qui gère le service client, donc elle fait du téléphone une grosse partie de la journée. Et même si son métier est assez mécanique, parfois elle sort des pépites au niveau idée. Et on a tendance à oublier que parfois certains métiers ou plus de production peuvent avoir des idées meilleures que les nôtres. Donc effectivement, pour moi, c'est crucial qu'on collabore, qu'on coopère, plutôt qu'il y ait juste ce lien hiérarchique qui reste présent s'il y a besoin. Merci beaucoup Mathieu. J'ai l'impression qu'on doit inviter plus souvent des patrons parce que la plupart des questions, voilà, c'est la rareté. Donc voilà. Merci beaucoup à vous tous et je passe la parole à Jean-Marie qui va proclamer les résultats.